Voilà, alors Bernard, j'avais sous les yeux un petit texte que vous avez écrit qui s'intitule « La France va-t-elle continuer à faire tuer ses soldats pour Oui, défendre des pays dans lesquels ils sont insultés ?» Alors, les accusations de néocolonialisme suscitent des manifestations quasi quotidiennes, oui, oui, voilà, notamment au Mali. c'est mon communiqué. Oui, oui, oui. Alors, quand même, face à une situation qui devient de plus en plus pénible, Monsieur Macron a convié les chefs des 5 États du G5 Sahel à une réunion d'éclaircissement, c'est le titre officiel, qui se tiendra le 16 décembre. C'est très peu, dans très peu de temps, à Pôle, sur la base du 5e régiment d'hélicoptères de combat, unité qui vient justement de subir les lourdes pertes que l'on sait. Peut-on continuer à se battre pour des gens qui nous insultent ? D'autant, comme tu le soulignes dans ton communiqué, qu'il y a plus de Maliens dans le 93, notamment à Montreuil, qu'il y en a dans la capitale Bamako. Ces Non, gens-là, non, 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 c'est la deuxième ville du Mali, Montreuil. Je dis pas qu'il y en a plus qu'à Bamako. mais il y en a beaucoup. Il y en Donc a beaucoup. ces jeunes gens pourraient être en âge d'être mis sous l'uniforme et donc d'aller combattre là-bas. Alors que font-ils ici à nous insulter ? Oui, mais moi, ce qui m'a un peu choqué, même terriblement choqué, c'est le jour de l'hommage à nos camarades qui ont été tués au Mali. Sur le pont face aux Invalides, il n'y avait pas beaucoup de Maliens. Hein. Donc il y a Même pas du tout. Hein. même pas du tout. Le minimum eût été tout de même que la communauté malienne pour laquelle ces 13 hommes ont perdu la vie se soit fait représenter par une délégation. Même pas. Il n'y a pas eu une gerbe, il n'y a rien eu. Donc en fait, tout est cadeau, n'est-ce pas? Tout est cadeau, et en plus on nous insulte. Alors moi qui suis partisan de l'intervention pour aider ces pays, je commence à me poser des questions parce que moi je ne suis pas masochiste et il y a un moment où la patience commence à déborder parce que ces insultes permanentes parlant de néocolonialisme, quand on sait que les pays du Sahel ne représentent rien pour l'économie française. Les pays du Sahel représentent moins de 0,25% du commerce extérieur de la France. Et la France donne tous les ans, uniquement dans l'APD, l'aide aux pays en développement, donne uniquement pour les pays du Sahel, quasiment 10 milliards, c'est-à-dire le prix de 3 porte-avions, c'est-à-dire le déficit de la SNCF, le déficit des hôpitaux et le déficit de l'assurance. Donc nous sommes face à un mensonge considérable. Alors le problème est là, le président Macron, je ne suis pas un partisan du président Macron, mais le président Macron a eu parfaitement raison de mettre les Africains face à leurs responsabilités, sauf les Tchadiens. Parce que les Tchadiens jouent le jeu, l'armée tchadienne a loyalement et efficacement combattu aux côtés de nos forces, donc du côté du Tchad, il n'y a pas de problème. Mais du côté du Mali, du côté du Burkina Faso et de plus en plus du côté du Niger, il est insupportable de voir que des manifestations se déroulent chaque semaine dans les capitales, criant au néocolonialisme français et demandant le départ de Barkhane. Alors, je rappelle tout de même aux Maliens que si nous n'étions pas intervenus au moment de l'affaire Serval, les Touaregs prenaient Bamako. Et ils seraient maintenant en train de se débrouiller avec eux. Donc nous les avons sauvés. Oui, surtout que les Maliens, les Bambara, sont assez mal comportés à l'égard des Touaregs. On les a mis dans des camps de concentration à une certaine époque. C'était les anciens seigneurs qui avaient été renversés. Mais nous sommes là dans la perversion de l'idée démocratique. Le système du one man, one vote, qui est un système qui est peut-être adapté à nos sociétés occidentales qui sont individualistes, n'est absolument pas adapté à l'Afrique. Pour une raison très simple. C'est que les sociétés africaines, et c'est tout à fait noble, sont communautaires. Nous ne sommes plus communautaires. Le libéralisme nous a détruit depuis 2 siècles toutes les structures communautaires. Mais les Africains ont encore des structures communautaires. Ce qui fait que les élections se déroulent par ces définitions communautaires ethniques. Ce qui fait que dans des pays dans lesquels nous trouvons des ethnies qui représentent 5% de la population, il est bien évident que les ethnies majoritaires vont assurer le pouvoir pour l'éternité. Or, le drame de ces pays du Sahel, c'est qu'ils rassemblent artificiellement, j'allais dire, le renard et la poule, c'est-à-dire les anciens radieurs du Nord et les anciens radiés du Sud. Et il se trouve que ces populations se trouvent
enfermés dans les mêmes frontières, mais avec un système politique qui donne automatiquement le pouvoir aux plus nombreux. Ce qui fait que les moins nombreux, soit deviennent les esclaves des plus nombreux, soit émigrent, soit se révoltent. Donc, tant que ce problème n'aura pas été réglé, et ce problème ne peut être réglé que par les Africains, ce n'est pas à nous de le régler. La colonisation. Pourquoi sommes-nous là-bas, si c'est à eux de le régler? Eh bien, je ne sais pas. Il faut poser la question à nos dirigeants. Moi, je ne suis pas responsable politique. Moi, je suis simplement un observateur des réalités africaines. Je suis un ethno-historien. Moi, je travaille sur les sociétés africaines. Le reste, pourquoi, comment, ça, c'est pas mon problème. Il faut poser ça à nos politiques. Moi, ce que je dis simplement en tant que spécialiste de ces sociétés, mais je ne suis pas uniquement spécialiste des sociétés du Sahel, moi je suis spécialiste véritablement de l'ethno-histoire. Hein, et j'ai travaillé sur l'Afrique orientale, sur l'Afrique du Sud, etc. Moi, je pars de la réalité, la géographie et les hommes. La géographie, l'espace, le milieu. Les hommes, comment les populations, en fonction de leurs diverses possibilités, par rapport au terrain, ont créé tel ou tel type de vie des hommes en société. Bon. Et je constate que le Sahel, c'est un rift. C'est un rift géographique entre le désert et les zones soudaniennes plus au sud, et c'est un rift racial entre les populations nomades sahariennes et les populations agricoles qui vivent le long du fleuve, le long du lac. Et toute l'histoire du Sahel est une histoire qui tourne autour de cette réalité depuis le néolithique. Nous savons ça depuis le néolithique, ceci est parfaitement connu. Alors, Bernard, nous arrivons au terme de cet entretien téléphonique, hélas infiniment trop court. N'était-ce pas Pierre Poujade qui disait, en parlant de la politique extérieure et africaine de la France, la Corrèze avant le Zambèze? Ah non, c'était Raymond Cartier. Ah, c'était Raymond. C'était Raymond Cartier. C'était Raymond Cartier dans un article, un éditorial de Paris Match en 1956. Ça a été le grand directeur de Paris Match, Raymond Cartier. Qui disait la Corrèze avant le Zambèze. Eh bien, alors, parce que cette guerre, cette présence au Mali, c'est 1 million d'euros par jour, qui serait peut-être mieux 1 million d'euros par jour. Pour nos hôpitaux, nos urgentistes. Nous avons déjà 40 morts, plus plusieurs dizaines de mutilés à vie. Et en plus de cela, nous nous faisons insulter par les gens que nous venons défendre. Donc, il y a un moment où il faut que l'on mette véritablement les affaires sur le tapis. Et si vous ne voulez pas de nous, débrouillez-vous. Nous repartons, nous rentrons. Débrouillez-vous avec les Touaregs, débrouillez-vous avec les Peuls, débrouillez-vous avec vos djihadistes. Vous serez assez grand, votre armée a bien montré son incapacité, alors dès que nous partons, ce sera le chaos et vous n'existerez plus. Vous serez balayé par les Touaregs, vous serez balayé par les Peuls. Un dernier mot, Bernard, l'affaire du Mali, AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a encore changé de nom, je crois, s'est alimenté en armes après la chute de Mouammar Kadhafi, de la Jamaria libyenne, et du vidage des arsenaux de cette fameuse Jamaria. Ça a bougé. Maintenant, si vous voulez, tout ce qui est Kalachnikov, etc., oui, mais l'armement très moderne dont disposent à l'heure actuelle les groupes armés terroristes... Ils ont des drones, moi, je ne parle pas de djihadistes, je parle de groupes armés terroristes. Nous savons d'où vient cet armement. Il vient par la Turquie et par Misrata, par la ville de Misrata en Libye. Qui est une ville qui était terriblement ennemie de Kadhafi et qui sont C'est une ville qui n'est pas libyenne, c'est une ville de Koulougli. De conversos, ce sont des conversos. Ce sont des métis de Turcs. N'oublions pas que la Turquie a été présente jusqu'en 1911, 1912 et au-delà, parce qu'elle s'est battue ensuite longtemps contre les Italiens. Donc nous sommes en présence d'une ancienne régence turque. Et la ville de Misrata est une ville qui culturellement, philosophiquement, économiquement et politiquement est tournée vers la Turquie. Et elle est d'ailleurs plus ou moins dirigée par les frères musulmans. Donc maintenant, les armes transitent par Misrata et arrivent de Turquie pour alimenter... la Turquie, membre de l'OTAN, joue à revers. Oui, une grande partie de ces armes vient par, d'ailleurs nous le savons très bien, et c'est pour cela que se passent des événements tout à fait intéressants dont l'on parlera beaucoup dans les jours qui viennent dans la région de Misrata. Eh bien, écoutez, Bernard, merci infiniment. C'était Bernard Lugan, auteur de Les guerres du Sahel des origines à nos jours, que l'on peut trouver sur son site et que je vous encourage à lire et à relire pour mieux comprendre les jeux et les enjeux du Sahel. À très bientôt, Bernard. Merci encore. À bientôt.